Marc, qui êtes-vous? Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Marc Barras. En fait, je suis responsable du service enfant-jeunesse à la ville de Sannois dans le 95. Et alors pourquoi je vous rejoins? Parce que pour le coup j'ai été en contact avec Impact Positif avec Pierre Frisch. Et comme voilà, j'aimerais aussi développer moi voilà des interventions en intelligence collective. Voilà, pouvoir aussi comprendre ce qui se passe, comment voilà, être un peu au courant de tout ce qui se passe et faire réseau. Du coup, j'ai rejoint le collectif, voilà. Et puis, de métier, je travaille beaucoup dans les métiers de l'animation socioculturelle. Mais j'ai beaucoup pratiqué aussi des temps d'échange et de co-construction, que ce soit avec les animateurs ou avec les familles. Et puis, l'année dernière, en 2023-2024, j'ai suivi le diplôme universitaire en intelligence collective de l'université de Cergy. Voilà. Je crois que Super. j'ai fait le tour. Et j'interviens aussi en tant que formateur pour le CNFPT, qui est le centre de formation voilà, de la fonction publique territoriale. Top. Qui poursuit Stéphanie? Pierre? Allez, Stéphanie, la tasse est posée. Ok. Eh ben, bonjour, moi je m'appelle Stéphanie Aymon, je suis designer et apprentie chercheur, enfin c'est-à-dire que je suis doctorante. J'espère soutenir ma thèse en 2025 et mes recherches portent sur le design pour les territoires, où j'interroge le rôle du design et des designers dans la fabrique des territoires, donc toutes les fonctions de facilitation, de visualisation, enfin, un peu tous les rôles des designers. Cette thèse, je la fais avec l'école de design, CY École de Design, donc, qui est la première école de design qui est intégrée à une université, donc à Cergy, Paris Université, donc qui a été créée par Dominique Siama. Donc, j'enseigne un petit peu là-bas en master. Et puis après, sinon, je suis indépendante. Enfin, je fais partie du collectif créatif des territoires et je travaille sur des projets et j'accompagne des collectivités dans le co-design de projets, de services ou d'aménagement. Voilà. Top. Pierre, t'es installé? Attends, t'as pas de micro, t'as pas de micro. Bah, Nicolas non plus. Ça y est, ça va mieux. C'est bon? C'est bon. Ouais. Bon, cool. Bon, bah, bonjour à tous et toutes. Donc, je m'appelle Pierre et je suis, voilà, là, je suis à Montréal, donc voilà, il y a un petit peu de neige dehors. Voilà, donc je suis entre Paris et Montréal et voilà, moi, j'accompagne des villes, beaucoup au Québec, sur la partie expérience citoyenne. Donc, comment arriver à mieux connecter les stratégies et les actions voilà, des villes à ce que vivent les citoyens. Et voilà, également en France. Donc en gros, c'est ça, et je suis un fier membre du collectif créatif des territoires. Top, Léna? Nicolas. Ah bon. J'allais dire Bah, Léna, ton micro, mais bah ok. ouais. Bah, je Léna? sais pas. Léna, c'est ton micro ou c'est... Ah, voilà. Super. Léla, Micro Léla, caméra. Léla. Top. Euh, eh bien, ravie de vous rencontrer pour ceux qui ne sont pas des membres du collectif. Donc, moi, je suis Léna Bouzemberg, je suis co-fondatrice du collectif créatif des territoires. J'ai une spécialité très ancrée sur les territoires, sur la participation citoyenne et sur l'aménagement au sens large, puisque je suis programmiste urbain et paysagiste, métier que j'ai respectivement exercé pendant un certain temps. Et aujourd'hui, voilà, je dévie mon temps au service de ce type de projet principalement, hein, de fabrication de la ville, en intelligence collective, en organisation de participation citoyenne et autres processus d'intelligence collective. Voilà. Et du coup, Nicolas, c'est ça? Ok, je prends la balle au bon, merci Léna. Donc moi, bah, Nicolas, aussi membre du collectif créatif des territoires. Moi, ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille sur les sujets alors, et de la participation citoyenne et des projets de coopération locale, en fait. C'est comment on met plusieurs acteurs autour de la table, dont les habitants.
pour mettre en place de nouveaux projets. Moi, je suis plutôt sur, par rapport à l'ENA, pas tant sur l'aménagement des espaces, mais plutôt sur les services, les logiques de design de services, d'organisation, avec pas mal de projets dans le cadre de l'action sociale, des solidarités en particulier. Et je suis aussi formateur à la fois pour des professionnels au CNFPT sur voilà, l'intelligence collective, la participation et la coopération pour les projets de territoire, mais aussi pour les habitants à l'école du renouvellement urbain sur comment devenir acteur habitant de son quartier. Voilà. Et je passe la parole à Suzanne, qui est arrivée. Bonjour tout le monde, je ne fais pas partie du collectif. Je me présente, je m'appelle Suzanne, je travaille au réseau des écoles de la transition écologique. C'est un réseau et en gros, je suis chargée de développement territorial. J'accompagne des structures qui forment des jeunes de 16 à 25 ans en situation de décrochage scolaire au métier manuel de la transition écologique. Et du coup, je me suis intéressée à ce collectif pour faire réseau et rencontrer des personnes qui travaillent sur des dynamiques territoriales. Ravie de faire votre connaissance. Trop bien. Euh, et ben du coup, donc moi je suis Annabelle, je suis cofondatrice avec Nicolas et Léna du collectif créatif des territoires. Je suis designer et architecte et ça fait pareil une dizaine d'années que j'interviens sur des sujets d'intelligence collective et au départ sur tout secteur d'activité et maintenant plutôt sur les projets en lien avec le territoire, que ce soit de la co-construction avec les habitants sur les sujets d'aménagement avec Léna et William, ou que ce soit sur du design de service, par exemple, avec Nicolas ou Renaud. Et du coup, William, je te passe la balle. Oui, eh ben, William Hamlet. Donc, bah, l'objectif, c'est un peu de rentrer dans le détail de mon parcours, justement, aujourd'hui. Donc, moi, je suis, je dirais aujourd'hui, urbaniste, même si je prendrai le temps d'expliquer peut-être le sens que je donne, moi, à ce métier que j'exerce maintenant depuis près de 20 ans. Voilà. Et je suis Et membre du collectif créatif du territoire aussi. Renaud, j'ai vu que tu venais d'arriver. Tu te présentes en 2 secondes avant que William nous présente le collectif rapidement. Je suis en voiture. Désolé. Ok. Et il y a un iPad qui vient de se connecter. Je ne sais pas si c'est une personne qui peut nous dire qui elle est. Bon, William, je te laisse. Présenter donc le collectif créatif des territoires. Bah, c'est un regroupement de consultants indépendants qui s'unissent dans un objectif effectivement d'accompagner et d'accélérer les changements et les transitions socio-écologiques des territoires. La dimension de territoire, elle est assez fondatrice aussi de ce collectif-là, avec la conviction que c'est aussi à l'échelle locale que les changements doivent s'opérer. Donc l'intérêt de ce collectif, c'est de regrouper aussi des compétences très très variées. On en a eu là dans la présentation un peu l'illustration et de travailler ensemble, effectivement, avec les parties prenantes pour trouver des solutions aux problématiques. Donc, derrière ce collectif, l'état d'esprit qui nous anime, c'est effectivement celle de contribuer aussi à la logique de commun. Euh, Ça passe effectivement par des espaces, mais aussi par des outils et des moyens pour partager les savoirs, euh, construire ensemble aussi des solutions qu'on met au bénéfice du plus grand nombre, toujours dans cette idée d'accélération de la transition. Donc cette notion de commun, elle est au cœur. On parle aussi de communauté apprenante avec à la fois une expertise que l'on met collectivement au service des territoires, mais aussi l'envie d'apprendre aussi des gens avec qui on interagit. Donc, on mène aussi bien des projets effectivement concrets hein, sur le terrain. C'est aussi ça la finalité, c'est bien d'agir concrètement sur le terrain et sur le territoire et de faire aussi émerger un écosystème d'acteurs, d'humains qui effectivement partagent leur savoir et ensemble aussi arrivent à avoir plus d'impact sur justement ces questions de transition. Est-ce que du coup, pour aller plus loin dans la présentation, nous, enfin, la première question qu'on voulait, enfin, sur quoi on voulait échanger, c'était un peu sur ton parcours. Je sais pas si tu veux,
partager des slides si tu veux. Moi, je peux, tout à fait. Je peux vous partager du coup. Normalement, je t'ai passé là. Tu peux partager également. Ok, et bien j'y vais de suite. Alors, hop. Est-ce que là, vous voyez le document ou pas? Oui, c'est bon? On le voit en mode présentateur. Euh, Oui, on Ah, voit ton deuxième écran aussi. ah, ok. Et bien, ce que je vais faire, c'est ça. Là, vous voyez en plein écran? Ouais, super. Donc voilà, donc bah, j'ai prévu effectivement quelques slides. Alors après, je vais parfois passer assez vite. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre pour effectivement expliquer bah, mon parcours et puis aussi ce que je suis amené à faire aujourd'hui en tant que consultant et aussi en tant que membre du collectif créatif des territoires. Euh, donc rapidement dire, moi je suis aujourd'hui installé dans le secteur de Biarritz, mais pendant longtemps j'ai travaillé dans un autre endroit et principalement sur mes 20 ans d'expérience dans le nord de la France pour la métropole européenne de Lille. Je vous présenterai ce que j'ai pu y faire. Donc, je me définis effectivement comme urbaniste, développeur de territoire, avec, on va dire, quatre socles d'approche. Celle de la connaissance, donc savoir connaître son territoire. Celle de construire des visions d'avenir de manière collégiale et en impliquant les parties prenantes. Celle de proposer, de construire ou de co-construire des solutions concrètes avec les acteurs. Et celle de faciliter la coopération, qui est un élément essentiel de réussite. Donc mes expériences, elles ont été essentiellement dans les collectivités, parce que je suis finalement très jeune consultant, 20 ans d'expérience en urbanisme, mais en tant que consultant, ça fait seulement un an et demi que j'exerce avec mes collègues, notamment du collectif créatif des territoires. Donc j'ai plutôt une expérience, moi, dans la fonction publique, comme agent territorial, sur des questions d'urbanisme quand j'ai débuté ma carrière, urbanisme opérationnel et évoluer vers des fonctions d'encadrement sur des questions de planification stratégique, d'accompagnement et d'ingénierie aussi pour les communes avec lesquelles on travaillait sur des questions d'urbanisme et d'aménagement du territoire au sens relativement large du terme. Donc là, j'ai mis quelques éléments de compétences que moi je suis que j'ai été amené à développer ces dernières années. Donc des compétences autour des questions de l'urbanisme, dans les études d'urbanisme, de définition d'urbanisme, des études de programmation, donc vraiment toute la partie définition, conception du projet. Alors à des échelles très différentes, hein, ça pouvait aller de l'îlot jusqu'à la question d'un territoire qui inclut plusieurs communes, par exemple avec aussi au cours de ma carrière cette volonté aussi méthodologiquement de renforcer cette capacité à travailler ces questions du projet en incluant plus les parties prenantes dans leur définition, en tenant compte de l'usage et aussi bien évidemment des enjeux environnementaux. La question de la participation aussi citoyenne, c'était au cœur de mes activités, notamment dans le cadre des démarches de planification, lorsqu'on est bordé de documents stratégiques. Et bien évidemment, tout le travail aussi multipartenarial, puisque c'était énormément de communes avec lesquelles on devait travailler, trouver les voies de consensus ou parfois même négocier. J'avais un rôle aussi d'encadrant, donc il y a effectivement des compétences liées au travail d'équipe, avec un sujet qui est aussi important pour nous de faire évoluer l'organisation en fonction d'objectifs stratégiques. Et une dimension environnementale que j'ai beaucoup aussi portée quand j'étais là-bas dans mes fonctions, sur effectivement des manières renouvelées d'appréhender les questions environnementales de manière plus systémique. La question de l'évaluation environnementale aussi, je suis formateur pour la question de l'évaluation environnementale des projets et tout ce qui était lié aux grandes démarches stratégiques d'environnement qui avaient une incidence en termes d'aménagement du territoire. Je vais en arrière, hop là. Si je synthétise un peu ce qui a été l'axe de travail sur ces 15 années, parce que bien évidemment, j'ai fait plein d'études, plein de sujets, de dossiers,
Mais ce que j'avais envie de mettre en exergue, c'est plutôt mon retour d'expérience qui aussi fonde un peu la manière dont, en tant que consultant, j'envisage un peu les choses. Et vous, voilà, partager le constat un peu suivant. En fait, quand j'ai démarré il y a 20 ans, et c'est encore souvent le cas, dans les collectivités, il y a deux champs d'urbanisme qui se parlent plus ou moins, qui sont celui de l'opérationnel, c'est-à-dire là, on construit, on aménage concrètement un territoire avec souvent des calendriers, des budgets afférents, et une réflexion plus de planification, réflexion à long terme, plus stratégique, plus transversale. Mais dans les organisations, c'est souvent deux directions différentes dont les échanges ne sont pas toujours fluides. Moi, c'était le cas. En tout cas, plus la structure est grosse, plus finalement ces découpages-là, ils sont importants. Évidemment, dans les petites communes, il n'y a pas forcément ce découpage-là. Mais donc, le constat était le suivant quand je suis arrivé, de la nécessité de mieux faire travailler ensemble la vision moyen terme stratégique de la question du projet. Et donc, il nous a semblé avec ma collègue nécessaire de un peu reconsidérer les choses et d'essayer de faire prendre conscience d'une autre façon, finalement, à l'intérieur d'une collectivité comme la métropole, de considérer le sujet de la fabrication de la ville. Et notre approche, elle était dans l'idée notamment de relier un peu mieux aussi les dimensions finalement amont, enfin, qu'on pourrait estimer normalement amont de la question d'élaborer des solutions, qui était celle de la connaissance, donc mieux connaître son territoire, et de celle de la vision, d'être mieux capable de construire ensemble une vision d'avenir. Là où la tendance, dans une culture un peu techno-solutionniste, c'était problème, tout de suite on va à la solution, on trouve tout de suite une solution éventuellement de court terme, rapide et dite efficace. Et on se rend compte que quand on évalue les choses a posteriori, que finalement la somme des solutions n'ont pas forcément atteint leur objectif stratégique. Donc de ce constat-là, nous, on propose une autre approche un peu de la question de la fabrication de la ville, est ce qu'on a appelé la chaîne de l'aménagement. Et on veut faire évoluer un peu la structure en remettant euh, un peu plus en exergue la nécessité de travailler des démarches de projet de territoire, notamment, ou de projet urbain. Et donc de créer une accroche entre ce qu'est le projet très concret, planifié, opérationnel, et la stratégie qui était parfois un peu hors sol aussi, il faut le reconnaître, un peu grande vue et pas forcément soit réaliste ou très pertinente. Et donc c'est ce qu'on a appelé, nous, dans notre jargon, un peu la planification opérationnelle, qui se résume un peu par ce schéma-là, et qui faisait émerger aussi la volonté de travailler d'autres démarches, c'est-à-dire des projets de territoire qui ne sont pas des démarches réglementaires comme des PLU ou des SCOT, mais des démarches volontaires qui vise avec des acteurs, des parties prenantes d'un territoire, à construire ensemble une vision de moyen terme qui après est déclinée concrètement avec un plan d'action. Donc ce schéma de fer n'était pas initialement très présent dans la collectivité. On a, au cours des 15 ans, essayé de développer un peu plus cette approche-là. Et bien, pour arriver à cette approche-là, c'était aussi la nécessité de renforcer les moyens et de se restructurer, de se réorganiser pour être capable aussi d'améliorer notre capacité de connaissance du territoire et notre capacité d'accompagner les acteurs des territoires à construire leur vision, que ce soit la vision de la commune, que ce soit la vision d'un territoire, d'un bassin de vie, ou la vision métropolitaine pour l'ensemble du territoire. Donc là, rapidement, là, du coup, ça, c'est l'aboutissement un peu organisationnel de cette idée-là. Et juste pour positionner, moi, où était mon rôle, moi, j'étais effectivement dans l'ensemble bleu, là, service ingénierie de la programmation et des stratégies. J'étais en charge de ce service-là. Mais j'avais aussi une fonction de directeur adjoint, donc j'avais aussi une fonction de pilotage de l'ensemble de la direction. Euh, cette fonction de service d'ingénierie de la programmation et des stratégies, elle répondait exactement à ce que je viens de dire préalablement, la volonté d'être en meilleure capacité de connaître notre territoire en continu et la capacité de pouvoir proposer au territoire une ingénierie pour l'émergence de projets urbains, de projets de territoire. J'en donne un exemple avec une démarche assez
fondatrice, puisque c'est une démarche qu'on a co-menée avec Annabelle et Elena. Donc, c'était un peu les prémices de notre collaboration sur ces questions de finalement design, intelligence collective, programmation urbaine, planification, aménagement du territoire, qui est effectivement le projet sur le territoire Bord de Deûle. Donc, pour le contexte, on est juste au nord du centre-ville de Lille, sur un territoire relativement vaste et qui était marqué par l'ère industrielle, puisque le long du canal s'étaient développées des activités industrielles historiques qui ont effectivement toutes fermé. Donc, c'était un site qui concentrait des friches industrielles assez lourdes avec des problématiques de pollution, etc. Dans le contexte de développement de la métropole, ce territoire retrouve un nouveau regain d'attractivité et commence à se développer par des multitudes d'initiatives de promoteurs, totalement, on va dire, par opportunité et sans une vision d'ensemble, ce qui, au bout d'un moment, crée un peu une inquiétude des différents acteurs sur la cohérence de l'aménagement de cet ensemble. On était sur un potentiel de 6 000 logements, donc c'était quand même énorme en termes de développement, sans qu'il y ait une vision d'aménagement d'ensemble ou une organisation d'ailleurs de la collectivité pour maîtriser un peu tout ça. Donc ça, c'était la problématique de départ. Et nous, dans ce cadre-là, justement, pour faire le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'approche, on se dit bah, il faut refaire une démarche de projet de territoire. Il ne s'agit pas de traiter la question dans une question d'opération et de qualité des projets, où on regarderait projet par projet, mais bien d'une vision d'ensemble qui donne effectivement le sens au développement à moyen terme de ce territoire. Et il ne s'agit pas non plus de le réglementer avec du document d'urbanisme comme un PLU. Donc, on a quelque chose à créer et on veut le faire avec les parties prenantes de ce territoire et non pas de manière technique. Et donc, c'est là où on missionne effectivement des cabinets d'études pour accompagner et on exige de ces cabinets d'études qu'ils s'associent à des compétences de design thinking, donc en l'occurrence, c'était Annabelle Akatipi, Elena, pour pouvoir accompagner cette démarche. Euh, donc la démarche qui s'est dans cette première phase déroulée sur 6-8 mois. Après le projet continue, il est encore en cours, mais sur 6-8 mois, travail assez intense pour arriver à faire émerger une vision partagée par les parties prenantes et les élus, qui donne lieu à un document cadre qui a été après délibéré, donc vraiment avec une décision et également une somme de pistes d'action qui étaient à la fois des actions d'organisation interne de la collectivité, des actions réglementaires de documents à faire modifier ou des actions de suite à donner en matière d'urbanisme. Donc là, je ne rentre pas dans le détail là, mais on pourrait tout là après. Mais voilà, on s'est appuyé en tout cas sur les étapes du design thinking pour fonder notre démarche avec une phase effectivement de diagnostic partagé avec une question d'immersion, avec différents outils, hein, à la fois des enquêtes de terrain, mais aussi un travail en atelier pour faire émerger le diagnostic en partie prenante, avec les parties prenantes. La question de la définition aussi d'intention stratégique, avec la particularité, et ça c'était assez intéressant d'exiger aussi d'aller dans la spatialisation des choses, donc que ce ne soit pas juste des grandes orientations dont on ne saurait pas exactement où elles devraient se développer. Donc là, on le voit dans le petit encart en bas, qu'on a aussi amené les acteurs à rentrer dans la dimension de la spatialisation pour aboutir effectivement à une ambition commune. Cette, cette démarche-là, elle a été très fondatrice pour moi, mais pas que, je pense qu'Annabelle et Léna pourraient le dire, de la conviction qu'il fallait faire autrement et que ça fonctionne lorsqu'on fait autrement. Alors non sans énergie, parce que là, on va à contre-courant de la culture habituelle de l'expert qui vient poser son scénario A, B, qui est tranché dans un comité de pilotage, qui est déjà prévu, déjà orchestré en amont, etc. Donc on a eu des freins, on a eu des difficultés, hein, et tout n'a pas bien fonctionné. Mais ceci étant, on a réussi à dépasser des situations de difficulté et à amener les acteurs dans une capacité à se projeter dans un avenir euh, motivant, optimiste et un peu plus qualitatif que ce qui se fait habituellement. Donc ça, voilà, ça a été un des éléments qui aujourd'hui encore fonde du coup la façon dont il me semble devoir agir. Et après, effectivement.
Ça Pardon. un certain nombre de nouvelles façons d'approcher la question de l'urbanisme. Et Oui. est-ce que enfin, je vois pas que c'est écrit, mais il me semble que dans le bilan qu'on avait fait de cette mission, tu avais aussi parlé dans ton rôle et celui de ton équipe. Ce qui avait changé aussi, c'était le grande part que vous aviez dédié à la mobilisation des différentes parties prenantes pour les faire venir. Je sais pas si tu as prévu d'en parler ou pas, mais enfin, je Bah, transformais aussi ton métier initial, quoi. oui. Enfin oui, je peux en parler. C'est vrai que dans cette mission, ce qu'on a pris conscience, c'est que le fait d'animer finalement des échanges, des interactions avec des parties prenantes, bah, c'était une fonction à part entière. Ça requiert plusieurs types de compétences. Un, la connaissance des acteurs du territoire, la capacité effectivement donc à les identifier, la capacité bon, à les faire travailler dans le cadre des ateliers, mais la capacité aussi à conserver dans la durée cette dynamique d'un collectif, c'est-à-dire bah, organiser du coup en aval de tout ça ben, des temps d'interaction, de la relance, de la formation, de la communication. Et effectivement, ça, on n'en avait pas mesuré au départ cette démarche, puisqu'on expérimentait. Et effectivement, ça a un peu transformé notre perception de ces choses. Et pour les démarches d'après, on avait un peu mieux anticipé et pensé ça. Et quand je dis un peu mieux, il y a une autre démarche sur laquelle on avait lancé un peu la même esprit, qui est un secteur au sud de la métropole de Lille, qui est concerné par des protections des champs capteurs d'eau potable. Et là, concrètement, la conséquence de ça, c'est de se dire, bah, il nous faut recruter quelqu'un pour mener la démarche de projet de territoire. Donc, c'était ça. Quelqu'un qui fasse ce travail d'animer finalement le collectif humain, politique, citoyen, de faire la communication, de faire... Donc, il y a un poste qui avait été créé. Donc, il y avait une forme de prise de conscience quand même que c'est une vraie fonction et que ça ne peut pas être juste un truc fait de manière annexe par un agent qui, par ailleurs, ferait plein d'autres trucs, quoi. Donc, voilà. Alors, si je poursuis et que j'en arrive à aujourd'hui, ce que je suis amené à faire en tant que consultant, euh, tenant effectivement, bien évidemment, les leçons de mon expérience côté maîtrise d'ouvrage, et puis dans un souhait aussi d'accompagner les transitions socio-écologiques et que du coup, la question de l'urbanisme soit plus euh, en situation d'accompagner et de faire bouger les lignes, si je le dis de manière assez directe. Donc pendant cette année, parce que j'arrête en 2022 mon activité de la métropole européenne de Lille, j'arrive où je suis aujourd'hui à Biarritz, euh, se passe un temps de réflexion aussi et de prise de recul sur ma pratique, sur la situation aussi environnementale, économique du moment et comment on peut un peu mieux faire converger tout ça. Alors, ça part déjà de constat, là j'ai mis quelques éléments, mais c'est la situation environnementale et finalement l'inefficacité des démarches de développement durable telles qu'elles ont été mises en œuvre depuis 50 ans, quoi. Et qui doit du coup nous amener à tenir compte de ces échecs et à refaire des choses différemment. Donc ça, je passe sur les atteintes des limites planétaires et la situation. Je pense que vous connaissez tous un peu ce cadre-là. Donc on voit, malgré les efforts, parce que la question de la prise en compte du développement durable, elle est quand même relativement ancienne aujourd'hui, malgré l'état de notre connaissance scientifique, etc., on voit que ben, finalement la situation, elle continue à se dégrader, voire même elle s'accélère. Euh, Quand je ramène ça au métier d'urbaniste, je me dis finalement quelles sont les causes profonde du fait que les missions exercées par les urbanistes et le cadre aussi d'exercice de ces missions ne répondent pas suffisamment à ces besoins, des besoins environnementaux ainsi qu'aux besoins sociaux. Là, je ne les ai pas présentés, mais si on regarde aussi la situation sociale des territoires, on voit aussi qu'il y a un écart de plus en plus important, la précarité augmente, etc. La question de santé aussi, donc la situation est malheureusement aussi dans le même sens. Et donc, en synthèse, finalement, ce que je retiens comme cause profonde des difficultés ou de l'inefficacité dans l'exercice des missions d'urbanisme, je retiens celle-là,
la question de la segmentation des approches, c'est-à-dire que le métier d'urbaniste, alors moi, j'ai eu la chance dans mes fonctions de garder des fonctions assez transversales, mais clairement dans les organisations, à un moment, on se spécialise. Voilà. On est spécialiste de l'habitat, on est spécialiste de la conception de projets d'aménagement, on est spécialiste de la mobilité, on est spécialiste de la programmation, on est spécialiste de la planification. Et ça, effectivement, ça crée une approche en silo qui vient à l'encontre de la nécessité d'une approche à la fois holistique et systémique lorsqu'on traite les questions d'aménagement et d'urbanisme. Il y a la question de la culture de performance, problème-solution. C'est ce que j'évoquais là. On a une problématique, tout de suite, il y a une réponse, on fait un marché, il y a un cabinet qui trouve la solution. Elle est court-termiste et finalement, elle ne résout pas structurellement les problématiques. D'ailleurs, on ne prend pas suffisamment le temps d'ailleurs de bien analyser la problématique elle-même de manière systémique. Il y a les diagnostics aussi de territoire, donc l'analyse, la compréhension du territoire qui est totalement réinventée. Donc, il s'est fait par culture un peu de systématisation des choses. J'ai envie de dire presque le sommaire est déjà toujours fait de la même façon, quelle que soit la nature du territoire. Les analyses statistiques prédéfinies, alors qu'elles revêtent un certain nombre de biais et qu'il y a nécessité, au-delà d'être descriptif et statistique, de comprendre les phénomènes et les processus. Et donc, ça veut dire ça qu'il faut effectivement revoir la façon de faire. C'est ce que j'ai initié lorsque j'étais à la métropole européenne de Lille aussi. L'absence d'expertise d'usage aussi, très très peu finalement développée et utilisée. Euh, la compréhension des usagers et des utilisateurs finaux. Une culture de coopération et de dialogue qui est à renforcer, même si des choses sont mises en place, règne quand même la culture encore du rapport de force, la culture de la hiérarchie dans les organisations. Et donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est préjudiciable à la capacité de transformer aussi une organisation, un territoire. Le manque de vision partagée, donc c'est déjà la difficulté à se projeter dans l'avenir, et en plus à le faire avec une vision un peu commune et non pas un débat idéologique, qui est un peu malheureusement le défaut, surtout en culture française. Voilà, quand on se projette, on tombe dans l'idéologie, ou alors on a du mal à le faire et on est dans l'hyper-pragmatisme. Le défi aussi du vivant non humain, c'est-à-dire la prise en compte et la considération aussi des espèces vivantes non humaines et de la nécessité du coup d'en tenir compte, de les protéger, puisqu'effectivement on est quand même très, très liés. La faible collaboration aussi entre scientifiques et praticiens. Donc à un moment, on est dans un monde incertain, la question de la connaissance, s'appuyer sur les sciences et les scientifiques pour améliorer nos pratiques, elle me paraît indispensable. Mais ceci étant, il y a très très peu de ponts. En tout cas, moi, dans ma pratique, pendant 15 ans, finalement, très très peu de liens, parce que pas de temps, parce que pas assez de compréhension, surtout mutuelle. Et en même temps, on n'en a jamais eu autant besoin que maintenant. Et puis l'approche culture d'évaluation inexistante aussi, c'est-à-dire que bah, on fait des erreurs, mais on les répète 10 fois, 100 fois, parce que finalement, à aucun moment, il y a un vrai temps de prise de recul sur ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir l'améliorer. Donc, par rapport à ces constats, l'idée de ma pratique en tant qu'urbaniste, c'est d'essayer de répondre à ces causes profondes en ayant une pratique qui euh, porte des réponses, ou en tout cas évite de reproduire les effets négatifs, parce que dans ce cas-là, je ne pense pas qu'on arrive à notre objectif de transition. Alors derrière ça, il y a des pistes de solutions que j'identifie, que j'ai déjà pratiquées, que je mets en œuvre et que je souhaiterais développer. C'est bien évidemment la question de l'analyse territoriale renouvelée, donc dans un objectif qu'elle soit plus systémique, qu'elle soit aussi dans une capacité de gérer les échelles. Alors la question du territoire, elle est complexe, hein, on en parle souvent entre nous dans le cadre du collectif, parce que, un, c'est une matière difficilement appréhendable. C'est quoi le territoire? C'est quoi ses limites? C'est quoi sa forme? Et puis, il y a des questions d'échelle. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas une chose unique. Le territoire, c'est aussi une capacité de zoom, dézoom et de faire le lien entre ces différentes échelles. Donc ça, c'est des choses qu'on a effectivement développées à la métropole
de l'île parce qu'on travaillait aussi bien la rue, le quartier que la métropole. Et donc, trouver des outils pour faciliter ces allers-retours, c'est des choses que j'ai été amené à faire et c'est un sujet, à mon avis, encore à développer. La question du récit territorial, ben, c'est l'exemple que j'ai donné sur Bord de Deux, là, c'est vraiment la capacité ensemble à construire une vision et la notion de récit, elle est importante, hein. Donc, dans le cadre de Bord de Deux, là, à un moment donné, on a écrit les choses. C'était 5 ambitions, quoi. Voilà, résumer le truc en 5 ambitions ou 3 pages pour que ce soit appropriable par tout le monde. La question de reterritorialiser, réhabiter, se réapproprier les communs, donc la question du local, en fait, et de mettre en capacité les territoires, finalement, à déterminer leur destinée. Euh, Ça, c'est effectivement un élément important qui marche assez directement avec le point suivant, qui est la question d'encapaciter l'action de la communauté. Donc, c'est aussi donner les capacités aux acteurs de faire, de comprendre par eux-mêmes, de se mobiliser par eux-mêmes, de définir une vision par eux-mêmes, de mm, construire des solutions par eux-mêmes, de gérer les solutions in fine par eux-mêmes. Et donc, ça, c'est quelque chose qui anime beaucoup le collectif créatif des territoires, hein, c'est un élément important. Mais en même temps, ça pose plein de questions, plein de difficultés. Donc ça, c'est un énorme work in progress de savoir, parce qu'il est vrai, en tout cas moi dans ma fonction, que ce rapport euh, à la citoyenneté, c'était quelque chose un peu conceptuel, un peu, euh, un peu globalisant, un peu macro. Alors que pour atteindre ces objectifs-là, on est obligé de rentrer dans les questions des individus, dans leur diversité, etc. Et donc, ça fait une forme de complexité, mais ça semble indispensable. Et après, il y a la question des croyances, bien évidemment, à défaire, et les modes et les procédés culturellement qui sont dommageables. Et là, on rentre dans le champ de l'accompagnement culturel, donc de la sensibilisation, de la pédagogie et de la transformation à long terme, parce que ça, c'est des mouvements qui ne se font pas dans la minute. Et donc la question de la présence ou de la continuité dans le temps, elle est importante. Et du coup, bien évidemment, la question des bons partenariats pour l'assurer, parce que lorsqu'on est consultant, ben, cette continuité, on l'assure pas ou peu. Et donc, c'est comment on met en capacité les structures qui ont pour rôle d'être là dans le temps, donc les collectivités notamment, de faire ces changements. Voilà, en synthèse, je vous parlais peut-être d'un. Après, j'avais prévu des slides pour éventuellement des questions si je devais, donc je vais passer assez vite, mais ça, c'est des éléments de réflexion sur l'analyse territoriale et la gestion des différentes échelles. Là, je vais donner un exemple, par exemple, pour illustrer ce qui est les éléments de biais. Si je prends les images, celle qui est en haut à gauche, c'est ce qu'on habituellement fait. C'est-à-dire que les données statistiques, elles sont traitées à l'échelle d'une commune. Donc voilà la carte qu'on va lire. Voilà, on va se dire la commune en rouge. Et donc là, c'est la question de la densité, par exemple. On va se dire, voilà, la commune, elle est telle manière dense. Ce qui n'est pas une réalité, parce qu'à l'intérieur de la commune, donc quand on prend un degré un peu plus fin, on se rend compte qu'à l'intérieur d'une commune, il y a une diversité. Et quand on affine encore un peu, on se rend compte que la question de la densité, elle est encore plus précise. Vous pouvez imaginer qu'en fonction de la carte que j'ai, l'analyse que je vais en tirer, elle a absolument rien à voir. Et donc, il faut sortir de ces logiques, voilà, de données structurées parfois pour des raisons qui ne sont pas scientifiques, hein, qui sont des raisons simplement de culture. Voilà. C'est la commune parce que la commune, c'est l'entité administrative représentée par un élu. Et donc, c'est plus facile dans le dialogue. Mais sur l'analyse d'un phénomène, par exemple comme la densité, ça n'a aucun intérêt de le faire à cette échelle-là. Je vais passer après assez vite sur des sujets de relations avec les scientifiques et l'intermédiaire. Je me positionne aussi un peu comme ça, c'est-à-dire dans la. Finalement, il manque des passeurs entre la science un peu dure, qui est inappropriable par personne, entre guillemets, et le décideur, celui qui va agir et faire l'action. Et donc, il y a, voilà, là, c'est un exemple de méthode sur le cycle de l'eau. Il y a des outils à développer ou des choses pour faciliter la vie de l'utilisateur qui, lui, n'aura pas le temps ou les capacités de rentrer dans la matière très, très complexe de la donnée brute, de la donnée scientifique qui n'est pas encore traitée.
La question de la gouvernance aussi, ça c'est un sujet, on l'évoquait un peu là sur l'animation de communauté, mais c'est vrai que c'est un élément important aussi, c'est-à-dire connaître les acteurs du territoire, quelles sont les forces vives, les acteurs engagés, les compétences, les savoir-faire qu'il y a sur mon territoire. Et ça, c'est déjà un temps de diagnostic qu'il faut mobiliser. On en parle aussi en tant que collectif. Euh, en se posant la question, parce qu'on sait que dans l'économie des, euh, des, euh, des missions qu'on a, souvent il n'y a pas de temps dédié à ça ou très peu de temps dédié à ça. Or, c'est quand même un élément fondamental pour la réussite d'asseoir sa stratégie d'implication des parties prenantes sur une bonne connaissance des acteurs des territoires. Et parfois, les collectivités sont pas très bonnes là-dedans. Voilà. Souvent, nous, en consultant, on s'appuie sur eux, euh, et- mais ils ne sont pas toujours en pleine connaissance ou ou en capacité de relater cette richesse. Ça, c'est quelque chose que je vis notamment très personnellement là maintenant en étant en Pays Basque et en étant par ailleurs de mon activité professionnelle membre d'un réseau de l'économie sociale et solidaire. Bon, il n'y a pas un élu qui pourrait citer 20 structures de l'économie sociale et solidaire alors qu'il y en a près de 1000, quoi. Donc à un moment donné, ça pose quand même des questions lorsque on élabore une stratégie, par exemple, de développement économique ou social, si on ne connaît pas cet écosystème. Après, c'est l'approche du territoire aussi, comment s'approprier la question du territoire dans cette diversité. Donc là, c'est une matrice que j'ai mobilisée dans le cadre d'une démarche où on réfléchit à cette notion de territoire avec euh, la volonté de l'appréhender dans sa pleine dimension. Et donc, à un moment, un territoire, oui, c'est des réalités physiques, mais pas que. C'est aussi un élément d'identité culturelle, historique. C'est aussi une question de dynamique à l'œuvre. Dans quel sens il évolue et qu'est-ce que ça implique en termes, par exemple, d'accueil de population, en termes de dynamique de mobilité, en termes d'évolution de la précarité, etc. Et c'est un système d'acteurs, pour faire le lien avec ce que je disais avant. Donc, c'est des acteurs qui interagissent entre eux, qui ont des relations positives ou des relations conflictuelles. Et donc, d'essayer de brosser ce panorama avec les acteurs présents. Donc, ça, c'est un travail qui a été rempli avec une vingtaine d'acteurs qui, chacun, effectivement, y apporte ses éléments et permet en tout cas d'avoir une vision d'un territoire qui est assez intéressante et qui peut permettre peut-être de dépasser la difficulté qu'il y a à identifier les gens ou à comprendre la complexité d'un territoire dans un temps limité. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait en 1 heure et demie, quoi. Après, je vais accélérer un petit peu, reterritorialiser, c'est aussi rediagnostiquer le territoire de façon euh, en investiguant des nouveaux champs en fait hein, d'activité. En matière environnementale, par exemple, on se préoccupait peu jusque-lors dans les diagnostics, et c'est encore le cas, hein, mais de la question finalement de nos ressources, de nos capacités. C'est quoi nos capacités d'eau potable? C'est quoi nos capacités alimentaires, d'autonomie alimentaire? C'est quoi nos capacités énergétiques? Donc ça, c'est des nouveaux champs qu'il faut investiguer et qui, à l'inverse, commencent même à s'accélérer parce que, il y a des documents d'urbanisme qui ont été retoqués parce que, justement, ils n'avaient pas évalué la bonne capacité de fournir de l'eau potable à un territoire. C'est arrivé dans le sud de la France. Donc, on voit qu'il y a cette accélération. Et là, on retombe du coup sur la nécessité de faire le lien avec des scientifiques pour pouvoir, du coup, mieux traiter le sujet. Enfin, je terminerai aussi sur ce point-là. Dans cette interrogation du coup de transition, cette volonté d'accompagner les transitions, euh, je me suis posé la question comment traiter cette systémie et ce sujet très large du développement durable qui touche tous les domaines de la vie, qui est très complexe. Comment essayer de l'appréhender et surtout comment essayer de, de, de la traiter dans un cadre d'accompagnement tel qu'on le fait en tant que consultant, c'est-à-dire dans un délai relativement restreint et avec des moyens relativement raisonnables pour les prestataires avec lesquels on travaille. Et du coup, je me suis formé du coup, l'année dernière, enfin, ça a fini en décembre,
sur une méthode qui s'appelle FSSD ou aussi Natural Step, qui a été créée au départ en Suède et qui après s'est développée plutôt dans le monde anglo-saxon. Et qui a pour objectif justement de donner un cadre de développement stratégique pour des organisations durables. Euh, un des projets que j'ai aussi, c'est d'essayer de transposer cette approche-là à des approches de territoire, qui rajoutent un peu de complexité, mais c'est assez, c'est faisable, quoi. Euh, et donc cette méthode-là, elle a pour objet finalement de repositionner les causes profondes, quelles sont les premières causes qui expliquent la non-soutenabilité de notre planète. Quelles sont ces causes? Et l'identification de ces causes, finalement, permet de nous redonner à l'esprit le cadre d'intervention. Là, dans la slide qui est mise, sont mis effectivement les fameuses 8 conditions. Donc tout le travail qui a été fait pendant plusieurs années euh, par des scientifiques, il a été de vérifier que ces conditions, elles sont bien à la fois globales, c'est-à-dire qu'elles intègrent bien toute la problématique du développement durable. Elles sont à la fois suffisamment spécifiques, c'est-à-dire que chacune d'entre elles est suffisamment spécifique, il n'y a pas de recouvrement, entre guillemets, et en même temps qu'elles soient suffisamment stratégiques pour qu'elles amènent les organisations à se transformer, suffisamment parlantes, si je veux faire simple. Et donc derrière ça, bien évidemment, il y a une batterie de données scientifiques qui ont contribué. Celui qui a fait émerger cette méthode-là était un médecin qui s'interrogeait sur le fait que on soignait de mieux en mieux le cancer, et pour autant, le nombre de personnes atteintes du cancer augmentait. Donc il s'est dit, bah, c'est quoi finalement les causes profondes qui expliquent les situations d'augmentation du cancer? Donc ils ont d'abord travaillé sur les questions qui sont les causes structurelles environnementales, et un peu plus récemment dans l'histoire de développement de la méthode, ils se sont, enfin, ils ont prise de conscience qu'on ne pouvait pas dissocier les causes environnementales des causes sociales. Et donc est arrivé les 5 autres causes profondes pour finalement arriver, à travers ces 8 conditions, à décrire enfin, les conditions qui permettent d'avoir des sociétés durables. Donc ça, j'en reparlerai avec le collectif, on rentrera dans les tâches. C'est un peu la bande-annonce, mais ça, c'est un élément qui me fonde aujourd'hui un peu dans ma pratique euh, et qui répond un peu à cette équation qui était complexe de savoir comment, de manière simple, systémique et à la fois holistique, j'appréhende la question du développement durable. Donc effectivement, cette méthode, elle permet de donner des règles du jeu. Donc, c'est de dire, on a un système, si on veut être durable, on a des règles. Et l'objectif, c'est de ne pas enfreindre ces règles, même si quand je dis l'objectif, ce n'est pas d'enfreindre ces règles, bien évidemment, l'idéal qui serait de n'enfreindre aucune de ces règles, il n'existe pas. Donc c'est vraiment dans une idée de trajectoire et d'évolution continue, d'amélioration continue pour aller vers ça. Donc ça donne lieu effectivement en croisement avec nos approches design thinking qu'on développe dans le collectif créatif des territoires à un dispositif d'accompagnement pour essayer de passer d'un stade où on a une prise de conscience collective sur la non-soutenabilité du monde aujourd'hui euh, à un futur souhaitable euh, qui est déjà les 8 conditions. C'est-à-dire que les 8 conditions, c'est-à-dire une société durable, une société qui ne contribue pas à l'accumulation de manière systématique de substances issues de la croûte terrestre, qui ne contribue pas à la concentration de manière systématique de substances produites par la société, c'est-à-dire des substances chimiques, et qui ne contribue pas de manière systématique à la dégradation de la biosphère, c'est-à-dire la déforestation, euh, la,
l'artificialisation, la consommation d'eau et de ressources. Donc, pour prendre ces trois-là, après, il y a les conditions sociales aussi qui viennent s'ajouter. Bah, finalement, un futur souhaitable, ça serait un monde où il n'y a pas ces phénomènes de prélèvement systématique. Alors, ça permet déjà de se projeter sans être dans une obligation de construire des outils d'impact, une connaissance fine des indicateurs, de ce qu'est un bon équilibre de biodiversité, de ce qu'est un bon équilibre des milieux, de ce qu'est un bon niveau de prélèvement, de ce qu'est un bon niveau d'émission de gaz à effet de serre, etc. Parce que ça exclut une bonne partie des acteurs, ceux qui rentrent dans cette complexité-là, parce qu'elle est très technique, d'expertise, ça va être des grandes entreprises. Et en même temps, culturellement, il y a un peu le biais de se dire, bon, bah, comme c'est complexe, on va faire des indicateurs un peu simples. Et l'objectif, c'est juste d'atteindre l'indicateur simple et biaisé qu'on fait, plutôt que de réellement, sincèrement rentrer dans une dynamique d'amélioration et de transition. Et donc, si on veut engager un avenir durable, c'est justement en ayant cette finalité, et ce qui veut aussi clairement dire qu'on doit rentrer dans une dimension aussi de régénération, de réparation. Il ne s'agit pas de réduire nos impacts, il s'agit aussi d'être capable de, de créer des solutions et d'améliorer la situation par nos actions. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette approche-là, qu'en tout cas je souhaite vraiment développer à l'avenir. Je ne vais pas aller plus en avant puisque j'ai déjà pas mal parlé. Sur l'encapacité des communautés, ça, voilà, on sait ce qu'on fait avec le collectif créatif des territoires et l'idée, effectivement, c'est de faire, j'ai envie de dire, feu de tout bois pour que sur les territoires, les gens aient une meilleure capacité de s'exprimer librement, dans une diversité, de construire ensemble des solutions. Et ça, effectivement, c'est se fonder sur la qualité de coopération, les conditions de dialogue, la créativité et la question aussi du prendre soin du collectif et des humains. Donc ça, c'est aussi, on en parle aussi dans le collectif, vraiment la dimension très individuelle de respect aussi des individus lorsqu'on intervient dans nos missions. C'est un élément aussi qui est fondamental. Voilà, j'en resterai là pour qu'on puisse quand même échanger. Euh, voilà. Il y a des questions, des réactions? Bah vas-y Stéphanie, ouais. Ouais, moi, merci William, c'était très bien. Je suis très heureuse d'avoir participé parce que comme ça, je comprends mieux d'où tu viens et ta culture professionnelle. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas du tout la même. Enfin, pas du tout, mais qu'en tout cas, voilà, moi, je viens vraiment du monde du design et que le côté très procédure, très document. Enfin voilà, c'est moins ce à quoi j'ai l'habitude. Par contre, j'ai pris en photo là, ton analyse des besoins là, pour l'avoir sous les yeux et je me dis qu'il y a plein de sujets que j'ai envie qu'on creuse ensemble. Voilà, j'ai adoré le fait que tu aies partagé ta vision de c'est quoi la notion de territoire pour toi, parce que moi, j'ai pas tout à fait la même notion. Il y a plein de trucs pour lesquels ça se recoupe, mais du coup, justement, avec le point de vue plus design et sémiotique, qu'est-ce que ça veut dire, justement, redonner du sens à ce territoire? Enfin, qu'est-ce que les acteurs, comment ils font sens de leur territoire et tout ça? Enfin, ouais. Donc, j'avais ça, et donc je me disais, le collectif, j'aimerais bien qu'on si c'est possible et si vous en avez envie, qu'on réfléchisse sur des sujets comme ça, de fond, un peu de notions, ou par exemple, bah, justement, ce diagnostic territorial à réinventer. Tu vois, moi, j'ai commencé à créer un outil de comment on voit le territoire avec les yeux, enfin, le résultat de ma recherche sur justement la notion de territoire et du coup, avec les yeux d'un designer, bah, comment est-ce que ça, on peut se le partager et se dire, ah bah ouais, mais moi, je vois les choses comme ça et nanana, et nanana. Donc, il y avait ça. Sur l'histoire des cultures, alors ça, bah, mon labo de recherche, il bosse sur ça. Et avec le défi du vivant non humain, mais aussi tous les actants. Donc ça, c'est l'acteur network theory. Bref, tu as les actants humains et non humains qui jouent un rôle dans la transformation des cultures. Et donc, comment est-ce qu'ils doivent être aussi tout ça? Et voilà.
Et puis avec ta culture d'urbaniste et l'évaluation, évidemment, que j'aimerais vraiment qu'on traite tous ensemble. Je pense que c'est un sujet très important. Donc voilà, je me dis qu'il y a plein de sujets comme ça que j'aimerais bien qu'on tire les fils collectivement. Voilà, c'était une petite pierre posée et je suis prête à m'investir et à m'engager dans ces chantiers. Et bien, avec plaisir. Et l'encapacitation de la communauté, évidemment, aussi, hein. Voilà, et ce sera tout. Et merci, c'était très chouette. Et hâte d'être à la semaine prochaine, voir sur le FSSD. Ouais, ok. Et peut-être moi, à mon niveau, William, ce que j'ai beaucoup apprécié, en fait, c'est que tu nous as fait partager ton chemin. Et c'est rare. Voilà, donc c'est rare et riche parce que le fait de d'avoir voilà vécu cet urbanisme de l'interne et voilà dans l'action et d'avoir eu cette capacité à prendre de la hauteur pour voir voilà ce qui me va, ce qui me va pas. Moi, j'adore cette slide là où tu as tes 7-10 points, des trucs où tu dis bah non là, bah non, ça non. Et je trouve que pour moi, c'est le pivot de ce que tu nous as présenté. Parce que quelque part, en gros, tu dis, bah, pour réellement être profondément utile, en gros, j'ai ma liste de courses, quoi. Voilà mes 8 points, 9 points sur lesquels je dois bosser. Et c'est ma mission de vie, en gros, pour réussir Ouais, c'est à faire ça. ça. Mm. Et moi, j'ai trouvé cette slide hyper puissante. Et donc, voilà. Et peut-être une dernière chose, c'est que par rapport, moi, en fait, à l'approche que j'ai de l'accompagnement des villes, plus globalement, encore une fois, toute l'idée, c'est de transformer en est dans la durée. Tu parles beaucoup de durabilité, mais pour moi, la durabilité commence aussi par le fait que des pratiques pour prendre en compte les citoyens, qu'on les appelle les usagers ou autres, voilà, on s'en fout du nom, mais en tout cas de ceux qui vivent dans la ville, les habitants, c'est des pratiques à mettre en place. C'est des pratiques qui font, qui se répètent, ainsi de suite. Et c'est vrai que j'ai le sentiment que parfois dans des villes, peut-être qu'on va faire une mission ceci, un projet cela, et puis voilà, on fait les bords de deux, et ça y est, on a fait le petit truc de design avec l'ouverture, la fermeture, ça y est, ça c'est fait. Bah non, c'est pas fait, non, non, c'est pas fait. Parce que bord de Dole, c'est pas juste ça y est, c'est fait, et puis après on oublie. C'est-à-dire que après tu installes des pratiques qui vont faire que dans la durée et en continu, tu vas continuer à capter des choses, tu vas continuer à améliorer, à le faire vivre, à le de trucs. Voilà. Mm. Et en gros, pour moi, cette durabilité, au-delà de l'aspect RSE du truc, c'est d'abord la durabilité de la transformation par l'installation dans le continu de pratiques qui vont changer les façons de faire. Voilà. Mm. Et voilà, c'est ça que c'est ça que ça me dit par rapport à mes pratiques à moi, William. Ah, Donc je mais trouve ça tout à fait passionnant. je partage à 200% ce que tu dis. Ouais. Mm. Mais c'est ce qui est, c'est ce qui est le plus gros de la transformation pour moi dans mon parcours, ça a été ça, c'était de prendre conscience qu'il ne suffit pas de faire des projets de qualité, en fait. Mm, Oui, tu es obligé d'intervenir sur le champ culturel, le changement culturel, le changement d'organisation. mhm, Et pas les mêmes ressorts, tu vois. Au début, tu te mhm. sens un peu démuni face à ça, mais Merci, William. Juste, hein, si je peux me permettre, je vous disais, je serais intéressé, je serais curieux de voir, Marc, Suzanne, comment vous réagissez par rapport à ça. Parce que quelque part, plusieurs d'entre nous, voilà, on échange souvent sur ces sujets-là, mais là, tu nous as permis d'aller beaucoup plus loin, William. Et peut-être vous qui regardez ça comme ça, je sais pas, Suzanne, comment tu réagis par rapport à ça? Moi, du coup, j'ai une approche un peu totalement différente du diagnostic territorial. En ce moment, ça fait partie un peu de ma nouvelle mission au sein du réseau Être. Et du coup, j'essaye de m'imprégner de toutes ces nouvelles techniques pour pouvoir un peu confectionner ce qui sera la mienne. Donc voilà, je m'imprègne et j'essaye de visualiser différentes typologies de stratégies et de diagnostic territorial pour un peu l'amorcer à ma mission. Donc, Mm, merci beaucoup, super. William, pour, euh, pour ton discours. eh ben, de rien. Et puis si jamais tu as besoin d'échanger plus en avant, il y a avec plaisir. Merci beaucoup. Moi, Et Marc, alors? moi, je suis très content d'avoir participé parce que du coup, je suis en plein dedans. Dans l'histoire, là, ça a été validé pas plus tard que hier. En fait, au niveau du service jeunesse, nous, on va lancer en gros, proposer l'élaboration d'une politique locale de la jeunesse. Donc, cette politique-là, elle va être co-construite avec l'ensemble des acteurs. Et il y a plein de points, finalement. On l'avait déjà fait en 2019-2021. On arrive un peu au bout du cycle là.
Et à l'occasion des futures élections municipales à 2026-2032, moi, j'ai proposé aux élus et à la DG d'anticiper, voilà, proposer des orientations et des axes. Et donc, on passe par un diagnostic partagé avec les acteurs locaux, etc., qu'on construit. Et dans ce que tu as dit, alors il y a plein de choses qui sont super intéressantes, notamment la vision du territoire à travers des schémas. Voilà, des schémas co-construits et partagés. Ça, c'est quelque chose que voilà, ça m'avait jamais traversé l'esprit et c'est vraiment super intéressant, et notamment pour mobiliser les acteurs autour de visions partagées. Et l'autre élément que j'ai retenu, et c'est une vraie question, et on va voir comment nous, avec l'équipe, on va réussir à maintenir, moi, c'est la question de la mobilisation des acteurs. Alors que là, nous, on est parti sur une démarche qui va durer quasiment un an, puisqu'on va commencer là ce mois-ci. On est censé faire la célébration de tout notre travail en fin d'année. Et là-dessus, voilà, c'est un peu une course de fond. Et oui, je retiens tout ce que tu disais en termes de ressources. Mais bon, voilà, on n'a pas les ressources en interne pour dédier un poste à temps complet. Mais c'est un vrai enjeu là-dessus, c'est-à-dire que oui, il y a la possibilité de déperdition une fois que le sujet est lancé, que le projet est lancé. Comment on fait pour maintenir la dynamique, en fait? Mm. Voilà. En plus, on sait que sur une grosse année comme ça, on va avoir les vacances scolaires qui vont venir un peu casser la dynamique, relancer. Enfin, on a tout ce genre de choses. On essaie Après, aussi. il y a les centres aérés qui peuvent assurer le lien parfois. Enfin, un des atouts aussi de l'éducation, c'est qu'on a facilement accès à des groupes et pas seulement à Alors, des individus, même si il y a difficulté d'en faire des projets pédagogiques ou de rentrer dans les écoles, etc. Mais... alors là, on est vraiment sur une politique jeunesse pour le coup, c'est-à-dire des collégiens. Ça commence à partir des collégiens. Ah, ok. Ah ouais, ouais. On est vraiment sur une orientation là-dessus. Et d'ailleurs, sur le premier diagnostic qu'on a fait en 2019, là où on avait pêché, c'est on était entre adultes, entre professionnels. Voilà. Et donc, la grosse critique, c'était quid des jeunes. Et donc, voilà. Mm. Là, sur tout le travail de diagnostic partagé, d'analyse un peu du territoire, on va nécessairement associer les jeunes. Et j'ai les équipes jeunesse qui sont sur les starting blocks là pour retrouver voilà, le moyen de mobiliser les jeunes, sachant que sur le territoire, ils ont déjà réussi à les mobiliser sur des sujets pas faciles. Donc, j'espère que ça va, bon, voilà, sur la durée, ça va pouvoir s'inscrire dans quelque chose de constructif. Et également, je rejoins donc Stéphanie sur les questions d'évaluation, parce que là, aujourd'hui, nous, on arrive au bout du cycle. À part dire les actions qu'on a réussi à mener, maintenant, quel impact? C'est difficile. Voilà, on avait nos axes, on avait les actions, le plan d'action, mais quel impact concrètement mesurable ça a eu? euh, voilà, moi j'ai plutôt une appréciation positive, mais ça reste très subjectif. Donc voilà, est-ce qu'une évaluation est subjective? Est-ce qu'elle doit être un peu, comment dire, objectivée à partir d'autres éléments? C'est ouais, une réalité sur comment évaluer quoi, une politique publique locale. Donc, merci beaucoup. C'est Mm. vraiment super intéressant. Ah, de rien, avec plaisir. Juste pour répondre sur la question de l'évaluation, ce qui est en fait, l'évaluation, elle est toujours subjective, mais la question, c'est qu'elle doit être faite de la bonne façon. C'est-à-dire que pour moi, finalement, l'évaluation, c'est pas quelque chose qui arrive après. Elle doit être constitutive de la manière de construire la solution. Mm. Et si on le fait comme ça, il n'y aura pas de problème en sortie, c'est-à-dire qu'on saura l'évaluer parce on a déjà construit le projet pour qu'il le soit. C'est Mhm. qu'on conscientise ou qu'on met les moyens pour que justement on sache suivre en fait. Donc voilà, la difficulté, nous on s'est cassé les dents plusieurs fois, c'est-à-dire quand on fait l'évaluation de quelque chose qui n'avait pas été initialement prévu pour être évalué, ça marche pas. Et là on tombe, c'est plus de la subjectivité, là là ça tombe dans une espèce de malice où on essaye de Mhm. valoriser notre action parce que sinon, enfin, on sait qu'on a quand même fait des choses bien, donc on a ce malaise sinon à faire un truc qui soit absurde parce qu'il y a quand même un enjeu de nos organisations de ne pas sortir non plus des évaluations absolument enfin, négative où quelqu'un pourrait l'utiliser pour dire bah, vous avez rien fait ou ça sert à rien ce que vous avez fait. Donc à un moment, on est un peu mal à l'aise. Donc pour moi, l'idée, c'est vraiment de l'utiliser par contre comme un outil en amont pour D'accord. engager. Et à partir de là,
Là, ça devient assez puissant. Parce qu'à l'inverse, comme tout le monde en est garant, les gens, on a plus de difficultés à s'en écarter. Donc, Mm. c'est un bon moyen de concentrer l'énergie sur des sujets. Moi, la réflexion de Marc, ça m'évoque une question. Je crois qu'on n'a jamais abordé William en 2 ans, voire en 6 ans. Enfin, moi, ce qui me gênait dans l'architecture, puisque j'ai signé des permis, enfin, je faisais des permis de construire, c'est qu'on définissait les murs, mais finalement, pas ce qui s'y faisait, pas les services, pas les activités, les usages si vraiment on avait du bol. Et du coup, enfin, quand on travaillait sur les bords de Dole, on parlait d'une stratégie, mais qui, in fine, allait mener à des accords ou non de permis, à l'aménagement urbain, à des lignes sur des plans, donc des futurs murs ou routes, ou etc. Et du coup, quand j'entends les réactions de Marc, je te pose la question de est-ce que ton projet rêvé, c'est de travailler que sur ce volet aménagement, etc., ou justement d'avoir aussi l'envie de travailler sur ce que serait le service demain, ou d'être que sur la partie, j'en sais rien, de stratégie et pas forcément de l'offre de service, ou voilà. En fait, ouais, là pour te répondre, en fait, j'ai démarré ma carrière, j'étais à la ville de Vichy. Et à la ville de Vichy, j'ai bossé avec un gars exceptionnel parce qu'à la fois, il a une super expertise et en même temps, il a vraiment fait, ça existe presque plus, tu vois, vraiment du maître d'apprentissage, quoi. Vraiment comment il fonctionnait et comment il développait sa pratique de la stratégie jusqu'à le truc très opérationnel. Et ce que j'ai retenu de lui, je vais donner deux exemples. Euh, un jour, en fait, Vichy a plein de bâtiments, ils ne savent pas quoi en faire, il faut les réhabiliter, se casser un peu la gueule, ils sont en mauvais état, etc. Donc, il n'y a pas d'usage, tu vois, il y a une problématique de bâtiment, d'architecture à refaire, mais pour quel usage? Et donc, à un moment donné, parce que recréer l'usage, c'est aussi ça parfois, c'est-à-dire que tu n'as pas réellement de matière, quoi. Tu vois, il n'y a pas de gens, il n'y a pas d'usage encore connu, etc. Et ben lui, il a tourné le truc en logique de développement. Il s'est dit, bah, à Vichy, il n'y a pas assez d'étudiants, on n'a pas de lieu d'étudiants, donc j'ai un potentiel bâtiment qui peuvent les intéresser. J'ai déjà une structure, donc c'est là où il faut connaître les acteurs. J'ai déjà une structure parce qu'il y avait un centre d'apprentissage du français aux étrangers, en fait, qui était déjà une association à Vichy mais qui vivotait, qui n'avait pas de projet de développement. C'était là, mais autre. Et donc, il a utilisé cet assaut. Donc, il n'a pas créé ex nihilo. Il a utilisé cet assaut. Ce bâtiment à refaire en disant, bah, on va faire une synergie. Votre assaut, et je crois au potentiel centre d'accueil d'étudiants pour étrangers, c'est bien, ça fait de l'attractivité, ça fait venir des gens. Par contre, pour qu'ils occupent le bâtiment, il fallait qu'ils aient un développement même de l'assaut, donc accompagner l'assaut pour qu'elle monte en compétences, qu'elle développe un peu plus son projet, qu'elle communique. Bilan du truc, un, bâtiment et réhabilité. Deux, il triple le nombre d'étudiants qui viennent et qui font l'attractivité de la ville de Vichy, quoi. Et que c'est devenu ça un truc structurel. Maintenant, ça marche parce qu'il a créé cette synergie. Bah, ce type d'approche, tu vois, moi, c'est ça qui me motive Mhm. en pratique. Ok. C'est cette intelligence-là. La prise Ouais. en compte des usages, c'est pas juste. Alors, ça, je vais en dire, c'est le minimum minimum. Et il y a déjà à dire, hein. Il y a des gens qui sont déjà là et de dire, attendez, faites quand même avec les gens qui sont là, ils ont peut-être un avis à donner. Mais en matière de développement, tu vois, quand tu es dans un sujet de Ouais. transition, tu peux pas imaginer les usages de demain, de la transition, de la vie durable de demain. Donc, il faut commencer à imaginer des boucles. Par contre, il faut se fonder sur des choses qui existent déjà Ouais. que de recréer du ex nihilo. Donc voilà, un autre exemple qu'il a fait que je trouve remarquable aussi, c'est pour une dimension orientale, un, comment dire, un barrage. Donc Vichy, il y a un barrage. Et le barrage, pareil, il faut le refaire. Le problème du barrage, c'est qu'effectivement, c'est coûteux, etc. Et puis, il y avait toutes les contraintes environnementales du barrage. Eh ben, il décide certes de refaire le barrage, mais en même temps d'améliorer la situation environnementale, donc à travers la réflexion du barrage, de repermettre au saumon, parce qu'il y a des saumons, de remonter. Mais là où c'est intéressant, et il fait une boucle, c'est, bon, ok, d'avoir une passe à poisson dans un barrage, si on va dire, c'est déjà bien, mais il se dit non, je vais faire un observatoire. C'est-à-dire que dans le passage de remontée des saumons, je fais une vitre et je fais une installation qui me permettra de regarder les saumons remonter la rivière quand ce sera l'occasion et de créer une expérience
transformatrice, parce que moi, je l'ai vécu. Quand tu es assis là et que tu vois un saumon remonter, alors j'ai eu la chance de le voir, tu as, quand même un truc qui se passe là, où tu as une prise de conscience du rapport du coup aux espèces et autres qui est hyper puissant, tu vois. Rien n'obligeait de faire ça, si tu veux. C'est juste cette Ouais. dynamique-là, en lien avec les associations de pêcheurs, etc. Donc, tu vois, d'une problématique, comment t'en fais un truc un peu... Mm. Bon, voilà, voilà. Pour répondre à ta question, c'est ça qui m'anime. Merci.